Vous êtes bel et bien dans le 20h sur Tchad 24 International. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Voici les titres. Après la bancarisation des salaires de fonctionnaires en 2019, le Tchad franchit une nouvelle étape dans la modernisation de la gestion de ses finances publiques. 3000 terminaux de paiement électronique intelligents ont été réceptionnés ce vendredi. Le respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire n'est pas négociable. Le ministre du Commerce et de l'Industrie Guibolo Fonga Mathieu qui hausse le ton et répond après les vives réactions provoquées par les récentes opérations de contrôle menées dans plusieurs unités de production. Et puis le cinéma Rio de N'Djamena pourra retrouver sa face après plusieurs années d'abandon. La commune de la ville y a fait un grand nettoyage. Les autorités municipales parlent de la récupération des patrimoines publics. Bienvenue une fois de plus, je l'annonçais à l'instant, ce vendredi, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Saleh Bourma, a réceptionné un lot de 3000 terminaux de paiement électroniques intelligents destinés à moderniser la collecte des recettes publiques. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire d'État aux télécommunications, Abel Maïna, et du représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Farouk Moulambana. On en sait plus avec Tanksou Hamta. Financé par la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, ces 3000 terminaux de paiement électronique intelligents représentent un investissement de plus de 50 milliards de francs CFA. Leur déploiement vise à accélérer la digitalisation des paiements de l'État, à sécuriser la transaction financière et à améliorer la transparence ainsi que l'efficacité de la mobilisation des recettes publiques. Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, Farouk Moulambana, ces terminaux constituent un levier majeur pour renforcer la gouvernance financière. Il a ainsi appelé les administrations bénéficiaires à en faire un usage responsable et rigoureux. Il faut que l'instrument soit utilisé et surtout bien utilisé. C'est pourquoi le PATN accompagne ce déploiement avec des actions et des investissements complémentaires en prévoyant d'une part des programmes de littératie financière et numérique, y compris pour les populations peu alphabétisées, la création de centres numériques publics hébergés dans des mairies, bureaux de poste et centres communautaires pour offrir un accès à Internet et des formations numériques aux populations non connectées. Le secrétaire d'État aux télécommunications, Abel Maïna, souligne que cette acquisition s'inscrit dans la vision du gouvernement de moderniser l'administration publique à travers la transformation numérique. Selon lui, ces équipements permettront d'offrir des services plus rapides, plus fiables et plus transparents aux usagers, tout en améliorant les performances de l'administration fiscale et financière. Cette importante dotation réalisée dans le cadre du projet d'appui à la transformation numérique du Tchad, avec l'appui financier de la Banque mondiale, constitue une étape décisive dans la modernisation des services publics et dans l'amélioration de la gouvernance financière dans notre pays, le Tchad. En réceptionnant officiellement ce matériel, le ministre délégué auprès du ministre des Finances, Saleh Bourma, s'est félicité de cette avancée qu'il qualifie de décisive pour la modernisation de la gestion des finances publiques. Il a indiqué que ces terminaux contribueront à renforcer la traçabilité des opérations, à sécuriser les recettes de l'État et à consolider la confiance des citoyens dans l'administration financière. Avec la mise en service prochaine de ces 3000 terminaux de paiement électronique intelligents, le gouvernement ambitionne de franchir une étape décisive dans la digitalisation des services publics. La ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Amatou Mohamed Hotouine, a procédé ce 24 juillet à la maison terre de plomb. C'est en marge de la 54e édition de la Semaine nationale de l'arbre dont le lancement a eu lieu le 20 juillet dernier. Objectif, reverdir le Tchad et protéger l'environnement. Biactibo Emmanuel pour le détail. Lundi déjà, les appels à manifestation en faveur d'un Tchad reverdi retentissent depuis le sommet de l'État. La Semaine nationale de l'arbre, 54e édition, vient avec toutes ses promesses regroupées, la protection de l'environnement pour un avenir durable. Une motivation observée vendredi au secrétariat général du gouvernement, exprimée par la ministre secrétaire générale, Dr Amatou Mohamed Hotouine, qui parle d'actes citoyens. Planter les arbres ou la protection de l'environnement, c'est une responsabilité collective. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas simplement parce que je suis membre du gouvernement. C'est la responsabilité
de tous citoyens. C'est un acte citoyen de venir planter un arbre, protéger notre environnement. L'acte citoyen doit être accompagné d'un devoir, celui de protéger et de faire grandir la plante, dit-elle, soulignant que la mobilisation ne devra attendre ni être périodique. Et moi, je vous dirais que le meilleur moment de planter l'arbre, c'était il y a cela 20 ans. Et je vous dis aussi, le meilleur moment de planter l'arbre, c'est ce matin. Les arbres qui ont été plantés il y a cela 20 ans, aujourd'hui, on en profite. Notre environnement en profite. Et important aujourd'hui, ce que nous plantons aujourd'hui, bien évidemment, c'est un héritage que nous laissons. Les campagnes de reboisement et la mobilisation citoyenne se poursuivront jusqu'à fin de la semaine pour atteindre un objectif de 10 millions de plantes. Dans le même registre, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Guy Bolofonga Mathieu, a pris part à l'effort national de reboisement, un geste symbolique en faveur de la préservation de l'environnement, accompagné d'un message sur l'importance de cette initiative. Suivez cet extrait. Quelle est la symbolique de l'acte que vous venez de poser? Alors merci. Planter un arbre, c'est donner la vie. Ainsi, nous donnons la vie. Et comme vous le savez, les arbres sont des plantes pérennes qui vivent plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. Et dans des cas rares, plusieurs millénaires d'ailleurs. Pour ce qui concerne le ministère du Commerce et de l'Industrie, département stratégique qui sert de porte d'entrée aux investisseurs, nous avons bien voulu à cette occasion donner à cet arbre le nom de grain de l'investisseur pour servir de vecteur, et cela en lien avec le plan national de développement Tchad Connexion que nous avons intitulé Tchad Connexion 2030. Comme vous le savez, l'arbre protège la nature. Et étant donné que l'arbre protège la nature, il est de notre devoir de lutter contre la désertification et de préserver les ressources naturelles. C'est donc certes un acte symbolique, mais avec beaucoup de sens. Je vous remercie. Restons au ministère du Commerce et de l'Industrie, cette fois pour parler de la lutte contre les produits non conformes qui se poursuit avec détermination face aux vives réactions provoquées par les récentes opérations de contrôle menées dans plusieurs unités de production. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Guy Bolofonga Mathieu, est sorti de son silence. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement de protéger les consommateurs tout en adressant un avertissement sans équivoque aux opérateurs économiques. Le respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire n'est pas négociable. Suivez. Les opérations de contrôle conduites par le ministère du Commerce et de l'Industrie en étroite collaboration avec les autres services compétents de l'État ont suscité de nombreuses réactions et interrogations au sein de l'opinion publique. Elles ont également donné lieu à des interprétations inexactes, tant en ce qui concerne les résultats obtenus que sur les objectifs poursuivis. Face à cette multitude de réactions, il m'incombe, en ma qualité de premier responsable du département du commerce et de l'industrie, d'apporter des éclaircissements nécessaires afin de permettre à l'opinion publique de mieux comprendre les enjeux et le bien fondé de ces opérations d'inspection. Les inspections réalisées avec les services techniques compétents ont révélé chez certains producteurs des insuffisances relatives au respect des normes de qualité, aux conditions d'hygiène et dans certains cas à la conformité réglementaire. Conformément au texte en vigueur, le ministère a dû prononcer des mesures administratives appropriées, notamment des suspensions temporaires d'activité et le retrait des produits non conformes. Cette décision constituait une mesure préventive destinée à protéger les consommateurs pendant la poursuite des investigations scientifiques. Afin d'écarter tout doute et de garantir une totale impartialité des analyses portant sur cette eau, une expertise
indépendante de l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé du Burkina Faso a été sollicitée. Nos décisions ne sont dictées ni par la pression, ni par les rumeurs, encore moins par des intérêts. Elles sont guidées exclusivement par les résultats d'expertise technique et scientifique dans le respect des lois de la République et de l'intérêt supérieur de la nation. Je voudrais une fois de plus m'adresser à l'ensemble des opérateurs économiques. Je vais être parfaitement clair, ceux qui choisiront délibérément de s'affranchir des normes en vigueur devront savoir que le gouvernement ne transigera jamais avec la santé publique. En bref, le ministère de la Santé publique et de la Prévention alerte sur les cas de gastro-entérite détectés en Djamena. C'est une inflammation de l'estomac et des intestins. On l'attrape en mangeant, en buvant de l'eau sale, une maladie contagieuse. Les autorités sanitaires appellent la population au respect strict des mesures d'hygiène afin de limiter la propagation. Il s'agit des gestes simples comme se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, désinfecter les douches, respecter les règles d'hygiène alimentaire. En cas de symptômes tels que des diarrhées, des vomissements ou des douleurs abdominales, les concernés doivent se rendre immédiatement dans un centre de santé le plus proche pour se faire consulter. L'infertilité, on en parle aussi, c'est une affection du système reproducteur masculin ou féminin définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse. Le gynécologue obstétricien Dr Manika Sepalouma explique les différents facteurs. Écoutez. Ce problème d'infertilité ne concerne pas seulement la femme, ça concerne aussi bien l'homme que la femme. On dit que 30% de la cause de l'infertilité revient à l'homme et 30% des causes reviennent également à la femme. Donc, la responsabilité dans la cause de l'infertilité est à part égale entre l'homme et la femme. Donc, 30% des hommes sont responsables de l'infertilité et 30% des femmes également sont responsables de l'infertilité. Et donc, pour ainsi dire, qu'est-ce qui provoque d'abord l'infertilité? C'est quoi? C'est l'incapacité d'un couple de ne pas avoir l'enfant pendant 1 an de mariage. Donc, durant 1 an de mariage, si vous n'avez pas un enfant, ou bien si vous n'êtes pas arrivé à obtenir une grossesse jusqu'à terme, durant 1 an, ceci est défini comme une infertilité dans ce couple-là. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les causes proviennent également de l'homme que de la femme. Pour la femme d'abord, quelles sont les causes de l'infertilité chez la femme? Vous savez, dans notre clinique, nous avons essayé de revoir les choses. Dans 90% des cas, c'est le problème mécanique, c'est-à-dire le problème d'infection. Donc, ce problème mécanique se traduit par quoi? Par le fait qu'une femme qui a fait une infection génitale, que ce soit les pertes blanches qui traînent à répétition, maltraitées, ces infections vont boucher les trompes de la femme. Le stress favorise l'infertilité. C'est la cause aussi de l'infertilité. Si une femme qui est tout le temps stressée, elle ne peut pas concevoir. Donc, ça va rentrer dans le cadre du syndrome métabolique ovarien. Et donc, les perturbateurs endocriniens également sont la cause. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Aziz Mohamed Saleh, est arrivé ce vendredi 24 juillet à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Il est à la tête d'une forte délégation politique dans le cadre de la restructuration des organes de base du parti. Il a été accueilli par les militants et responsables locaux du parti. À sa descente à l'aérodrome de la ville, le point avec notre envoyé spécial Yacoub Abdallah Maouloud. À son arrivée dans la ville d'Ati, le secrétaire général du mouvement patriotique d'Issali, Aziz Mohamed Saleh, a été accueilli par une foule de militants et sympathisants venus lui réserver un accueil chaleureux. Une mobilisation qui traduit l'intérêt des structures locales du parti pour cette mission consacrée à la restructuration des organes de base du MPS.
Accompagné de sa délégation, le secrétaire général a ensuite rendu une visite de courtoisie au délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata, le général de division Ahmad Goukini Moural. Les échanges ont porté sur les objectifs de la mission ainsi que sur les dispositions prises pour assurer son bon déroulement dans la province. À travers cette initiative, l'IMPES entend redynamiser ses structures de base, renforcer son implantation dans les différentes circonscriptions et encourager une participation plus active des militants à la vie du parti. L'étape du Bata s'inscrit dans une tournée nationale du secrétaire général visant à accompagner la restructuration du MPS et à consolider sa présence sur le terrain à l'approche des prochaines échéances politiques. En N'Djamena, le cinéma Rio n'accueille plus de spectacles depuis des années. Ce vendredi 24 juillet, il retrouve les projecteurs de l'actualité, mais pour une autre scène, celle de la récupération des patrimoines publics. Entre murs délabrés et traces d'occupation, les autorités veulent mettre fin à des années d'abandon et transformer ce lieu chargé d'histoire en un nouvel espace d'intérêt public. Les explications de Jessica Fereng. À l'entrée du cinéma Rio, le décor n'a plus rien d'une salle obscure. Les rangées de fauteuils ont laissé place aux gravats. Les quelques sièges encore visibles sont rongés par le temps, d'autres ont disparu depuis longtemps. Ici, les chèvres et la volaille ont remplacé les spectateurs. Les traces d'une occupation prolongée racontent à elles seules des années d'abandon. Sous haute sécurité, la mairie de N'Djamena reprend possession des lieux ainsi que des abords du site, occupés de manière anarchique. Une opération menée avec l'appui des forces de défense et de sécurité pour récupérer un patrimoine communal progressivement détourné de sa vocation. La mairie centrale, la commune, dispose d'énormément de fonciers. Du foncier occupé anarchiquement par des populations de brigands, de bandits, qui occupent des espaces qui appartiennent à la commune. La commune, dans sa dynamique de récupération de son foncier, a décidé de récupérer tous les fonciers qui doivent revenir à la commune. Et l'exemple est fait aujourd'hui ici au niveau du cinéma Rio. Pour les autorités communales, le cinéma Rio est bien plus qu'un bâtiment délabré. Il symbolise ces infrastructures publiques abandonnées, occupées illégalement et privées de leur mission initiale. En reprenant possession des lieux, la mairie entend réaffirmer son autorité sur ce patrimoine et lui redonner une vocation utile au bénéfice de la population. Et la mairie voudrait récupérer cet espace pour d'autres fins utiles au profit de la population. Autour du site, les riverains observent l'opération avec attention. Entre soulagement, espoir et nostalgie, beaucoup espèrent un quartier plus sûr. D'autres rêvent de voir un lieu qui a marqué l'histoire et les souvenirs de plusieurs générations. Le cinéma Rio s'apprête désormais à écrire un nouveau chapitre. Pendant des décennies, il a projeté les rêves des populations sur un grand écran. Aujourd'hui, c'est la ville elle-même qui a réécrit le scénario. Reste à savoir quel rôle jouera demain ce lieu emblématique dans le paysage de la capitale. On termine avec le traditionnel résumé de l'actualité internationale. Au Mali, les autorités répondent aux spéculations sur une intervention américaine. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les familles récupèrent les corps de leurs proches à la suite d'une attaque meurtrière. Et au Kenya, des essais pour une ambulance solaire destinée aux zones isolées. Rolta Solange pour les détails. Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi à Bamako, la capitale malienne, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diouf a réagi aux informations selon lesquelles l'administration Trump envisagerait une intervention militaire dans le pays. Le Washington Post a rapporté mercredi en citant des responsables américains actuels et anciens que l'administration étudiait la possibilité d'une intervention contre le JNIM, la branche malienne d'Al-Qaïda. Le JNIM est un groupe armé islamique lié à Al-Qaïda qui opère principalement au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ainsi qu'ailleurs en Afrique de l'Est. Après une nouvelle attaque violente dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo, des personnes se sont rassemblées jeudi dans un centre de santé local pour récupérer les corps de leurs proches. Selon les habitants, les forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste allié à l'État islamique, ont attaqué mercredi le site minier de Kikondo, près de la frontière entre les provinces du Nord Kivu et l'Ituri.
Une équipe d'étudiants néerlandais a dévoilé mardi ce qu'elle considère comme la première ambulance au monde alimentée à l'énergie solaire, dont elle espère qu'elle permettra d'apporter les soins médicaux indispensables aux régions les plus reculées de la planète. Ce véhicule aux lignes épurées et à l'allure futuriste est équipé de panneaux solaires sur le toit qui alimentent non seulement son moteur, mais aussi divers appareils médicaux allant des appareils à rayons X aux défibrillateurs. Cette ambulance biplace, baptisée Stella Jova, peut atteindre une vitesse maximum de 120 km à l'heure selon les concepteurs et peut circuler sur les terrains accidentés et difficiles d'accès. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous.